Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une explication linéaire en vue de l'épreuve orale de votre bac de français. Ici, il s'agit d'une explication centrée sur une œuvre d'Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire. Pour mener à bien cette lecture linéaire, nous nous référons au texte modernisé des éditions Belin. Alors, dans un premier temps, tout à fait logique, nous allons nous intéresser à l'introduction générale et aux éléments qui vont permettre de la composer. Commencer par exemple à évoquer l'idée que cette œuvre s'inscrit dans l'objet d'étude la littérature d'idées du XVIe au XVIIIe siècle, évoquer rapidement le parcours associé, défendre et entretenir la liberté, puis vous rappeler de façon très sommaire, je vous rappelle que vous n'avez à peu près environ que 2 minutes pour faire cette introduction avec la lecture expressive comprise, donc rappeler que ce texte, ce discours qui au départ ne s'appelait que de la servitude volontaire, a été écrit par un jeune étudiant en droit à la faculté d'Orléans. Dans cet extrait en particulier, la Boétie va analyser les différentes manières dont les tyrans accèdent au pouvoir, par l'élection, la conquête ou l'héritage, pour démontrer que malgré leurs origines diverses, leur comportement reste fondamentalement identique. En effet, ils oppriment leurs sujets, les maintiennent dans un état de servitude. Alors, pour mener à bien cette analyse linéaire, nous pouvons élaborer le projet de lecture que vous voyez apparaître. On se demandera comment, ici, dans ce passage, la Boétie utilise l'analyse des différents types de tyrans pour démontrer l'uniformité fondamentale de la tyrannie et critiquer ainsi tout pouvoir absolu. Alors, pour mener à bien ce projet, nous allons faire émerger un plan qui, en somme, est assez simple. Dans un premier temps, nous verrons la typologie des tyrans, qui est une typologie présentée et proposée ici par la Boétie. Et puis, on examinera comment ils démontrent que leurs comportements sont similaires et conduisent inévitablement à l'oppression. Donc, 2 mouvements, la typologie des tyrans, leur comportement, et puis le visage de la tyrannie. Alors, pour débuter cette analyse, on va remarquer que la Boétie établit une classification très claire et précise des tyrans. On remarque avant tout des phrases affirmatives brèves. Vous avez remarqué que j'ai parlé de phrases affirmatives brèves. Effectivement, si on les regarde, il n'y a pas d'imbrication, de propositions subordonnées, etc. Ça, c'est déjà une première stratégie significative chez la Boétie. Plus les phrases sont brèves, plus l'attention du lecteur va être maintenue pour comprendre justement la démonstration implacable. Le lecteur est orienté vers une critique des dirigeants abusifs et pour faire cette critique, il faut être le plus clair possible. Et d'ailleurs, la structure phrastique en parallèle, les uns les autres, souligne l'exhaustivité de l'analyse de la Boétie et annonce sa fameuse démonstration. Alors, on remarquera dans un premier temps, si vous le voyez de façon significative apparaître ici, il utilise le pronom relatif et suivi tout de suite de la proposition subordonnée lative. Ce qui. Vous voyez qu'il garde presque ce rythme des phrases, comme pour marteler son discours et toujours maintenir l'attention du lecteur. Tout de suite, il va utiliser une métaphore pour critiquer les tyrans héréditaires. L'image, née et nourrie dans le sein de la tyrannie, tire avec le lait la nature du tyran, suggère que la tyrannie est transmise dès la naissance, comme si elle faisait partie de la nature même du tyran. La Boétie implique donc que le comportement tyrannique est inculqué dès le plus jeune âge, rendant difficile tout changement ultérieur. Notez ensuite, la comparaison traite les peuples qui sont sous eux comme leurs serfs héréditaires. Cette comparaison assimile alors le peuple à des esclaves transmis par héritage. L'adjectif héréditaire, d'ailleurs, renforce l'idée que cette servitude est considérée encore une fois comme naturelle et permanente par les tyrans. Cette image évoque aussi un système féodal, suggérant que les tyrans perpétuent un modèle de gouvernance archaïque et oppressif.
Notez ensuite que la modalisation et l'usage de la tournure hypothétique permet, alors notez-le, il me semble plus supportable et il le serait, je crois, si vous avez cette tournure de phrase. Donc cette modalisation et l'hypothèse expriment une attente déçue, suggérant que même le tyran élu finit par décevoir. La phrase qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de périphrase ironique, flattée par je ne sais quoi qu'on appelle la grandeur, critique de manière subtile la vanité du pouvoir qui corrompt même les dirigeants élus. Notons ensuite l'usage d'une hyperbole. Vous la voyez donc apparaître. L'hyperbole, c'est une chose étonnante de voir à quel point il dépasse, etc. Cette hyperbole souligne paradoxalement que les tyrans élus peuvent devenir pires que les autres. L'hyperbole en toutes sortes de vices souligne d'ailleurs l'étendue et la diversité des méfaits des tyrans. La Boétie utilise cette exagération pour accentuer la nature profondément corrompue du pouvoir tyrannique. Le passage de vice à cruauté intensifie d'ailleurs la critique et la comparaison implicite avec les autres tyrans est particulièrement frappante. Elle suggère quoi ? Eh bien, tout simplement que même parmi les tyrans considérés comme mauvais par nature, ceux qui sont élus par le peuple se distinguent par leur excès de vice et de cruauté. Cela renforce bien l'idée que le pouvoir corrompt et que ceux qui l'obtiennent par des moyens apparemment légitimes peuvent devenir encore plus tyranniques que les autres. Ensuite, on aboutit au deuxième mouvement qui va mettre en évidence et en exergue justement les visages de la tyrannie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez bien la prise de position significative de la Boétie par la tournure. Pour en dire la vérité, je vois bien, je n'en vois point. Il y a ici vraiment la volonté de la part de la Boétie d'ancrer son discours dans une prise de parole qui est une prise de parole orientée. On voit bien ici sa critique vive qu'il met en place par sa présence dans son discours. Et ensuite, il va utiliser une série de comparaisons pour illustrer la déshumanisation du peuple par tous les types de tyrans. Les comparaisons animales. Les élus les traitent comme s'ils avaient pris des taureaux à dompter, les conquérants les traitent comme leur proie, les successeurs songent à en faire leur naturel esclave. On voit bien qu'aussi il y a une structure phrastique qui va crescendo. Bref, ces comparaisons animales illustrent la déshumanisation du peuple par tous les types de tyrans. Notez d'ailleurs que l'image du taureau à dompter suggère la violence et la domination, celle de la proie évoque l'exploitation sans scrupule, tandis que la dernière comparaison implique une appropriation considérée comme naturelle et légitime. Alors, vous comprenez bien la stratégie de la Boétie. Il utilise toutes ces images fortes pour souligner que malgré leur origine différente, tous les tyrans finissent par traiter le peuple de la même manière, c'est-à-dire une manière déshumanisante et abusive. Donc, sa démonstration est implacable. Vous ne devez obéir à aucun tyran. C'est bien sûr le fil d'Ariane de tout le discours que l'on retrouvera aussi à la fin du texte. Alors pour résumer, dans cet extrait de la servitude volontaire, du discours de la servitude volontaire, Étienne de la Boétie démontre quoi ? Eh bien tout simplement, il démontre avec force que quelle que soit leur origine, les tyrans adoptent invariablement des comportements oppressifs envers leurs sujets. Aucun ne trouve grâce aux yeux de la Boétie. Et à travers cette typologie précise, une argumentation simple mais rigoureuse, il met en lumière l'uniformité fondamentale de la tyrannie et critique le pouvoir absolu sous toutes ses formes. Ce texte, vous le voyez bien, s'inscrit pleinement dans le parcours intitulé « Défendre et entretenir la liberté ». Et d'ailleurs, vous pouvez faire une ouverture avec la référence au parcours. Vous n'êtes pas obligé de faire une ouverture avec un autre texte systématiquement.
Pourquoi il s'inscrit bien dans ce parcours ? Parce qu'il invite à une réflexion universelle sur les mécanismes de domination et sur la responsabilité des peuples dans leur propre asservissement. Et en somme, cette pensée visionnaire résonne encore aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, où les débats sur la liberté, le pouvoir, la démocratie restent plus que jamais d'actualité, hélas, pourrions-nous dire. D'ici là, je vous souhaite de bonnes révisions avec les supports clapotis et je vous dis donc à très vite.